Bon, il y en a qui pensaient que la rénovation s'arrêtait à la fin de l'épisode 2. Ok, la voiture présentait déjà nettement mieux qu'au départ, surtout à l'intérieur, mais j'allais pas m'arrêter en si bon chemin. On va quand même s'occuper de ce qui reste, et on s'arrêtera quand j'aurai jugé qu'il faut s'arrêter. Bon, je vous rassure, c'est à la fin de cet épisode, enfin, normalement. La priorité, c'est la contre-visite que je dois passer pour quelques petites choses, alors on va se concentrer sur ça. Déjà, comme cette série 7 de 95 est équipée de phares au xénon, il faut que les lave-phares soient fonctionnels, et pour le moment, c'est pas le cas. Alors, laquelle fonctionne pas? Ça doit être celle-là. Ouais, et bah, elle tourne plus du tout, et il n'y a pas un bruit lorsque je l'alimente, donc c'est pas très bon signe. Je vais quand même la démonter, voir si j'arrive à faire quelque chose, mais... Puis en plus, ça a l'air d'être une pompe assez spécifique. Que ce soit les dimensions du plongeur ici, ou le diamètre du tuyau là, je crois qu'une pompe standard ça va pas pouvoir s'adapter facilement. Bah comme l'alternateur, ça vaut pas le coup d'aller beaucoup plus loin parce qu'elle est complètement cramée. Vous avez pas l'odeur, mais moi je l'ai et je peux vous dire que c'est sans espoir. C'est tellement débile ce que j'ai fait que je trouve ça presque génial en fait. Je voulais pas couper le faisceau d'origine, mais je voulais quand même adapter une pompe avec un faisceau différent et des broches différentes. Donc j'ai trouvé de quoi adapter les deux. Et les diamètres n'étaient pas les mêmes, donc j'ai enquillé des bouts de tuyaux. Je pense que ça va fonctionner. Ça aura probablement pas les performances de la pompe d'origine, mais au moins elle fonctionnera celle-là et ça permettra de passer le CT. Et ce genre de truc, j'en ai rien à cirer. Enfin, personnellement, je me suis jamais servi de ce système-là pour nettoyer les phares. C'est vraiment un gadget, je trouve. Après, pour ceux qui habitent en Sibérie, je dis pas, hein, mais c'est pas mon cas. Et comme on démonte le pare-choc pour la première fois, on va enfin savoir ce que c'est que l'objet non identifié qui était commandé par les mystérieux boutons de la console centrale. J'ai vu une petite excentricité ici avec ces deux boutons que j'ai jamais vu sur une BMW. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça a pas l'air d'être une sirène comme je le croyais. Je suppose qu'il y a un appareil protégé dedans. Je sais pas à quoi ça peut bien servir. Un brouilleur. C'est plutôt exotique en tout cas. Pas d'explication. Bon, et la pompe, ça donne quoi maintenant ? Bah ça fonctionne très bien, donc on va pouvoir regarder ce qu'il y a derrière le réservoir de lave-glace, c'est-à-dire un dessous d'aile bien enfoncé. Voilà, là j'ai redressé le plus gros, on finira plus tard en même temps que le bas de caisse. Mais vous fiez pas aux apparences, c'est pas maintenant. Là je rebouche juste les trous pour le contrôle technique puisqu'il est inacceptable qu'on puisse voir à travers la voiture, apparemment. On fera beaucoup mieux que ça le moment venu. Comme j'ai quelques jours devant moi avant le rendez-vous, on va essayer de faire bonne impression avec des jantes décapées, il faut pas croire ce qui est marqué sur les produits, sans frotter mon cul. J'ai carrément dû poncer le rebord de la jante tellement c'était incrusté avant de polir tout ça à la machine. Et puis je me suis fait un petit plaisir en rachetant 4 cache-moyeux neufs. Vu qu'on a une roue un peu moche, je vais me servir de celle de secours pour la remplacer. Je l'ai un peu nettoyée celle-ci, mais elle est bien râpée. Ce serait dommage de pas en profiter pour mettre l'autre qui est nickel. Et allez, on poursuit. Je m'attendais à devoir déposer le pare-choc pour remplacer cette baguette qui est explosée, mais a priori, c'est pas la peine. On va essayer de pas arracher les capteurs de cul. Voilà. Bon, c'est un peu dommage, la baguette de remplacement est un peu abîmée aussi à gauche, mais c'est nettement plus discret que ce qu'il y avait avant. Et maintenant, on va voir si on arrive à sauver cette peinture. Ça restait quand même bien terne. Et voilà de quoi m'encourager à faire tout le reste. Il y a moyen d'obtenir des résultats pas ridicules du tout. J'en viens presque à me dire que la couleur est peut-être pas si mal que ça, finalement. Le seul élément dont le rendu m'a déçu après lustrage, c'est le capot. Je vais vous montrer ça.
Je sais pas si c'est le sel ou quoi que ce soit de similaire qui a fait ça, mais sur le capot il reste une pellicule blanche, plein de petits points comme ça, je sais pas, c'est... Sous certains angles c'est pas très joli là, ça se voit par exemple, mais en face non. En face ça brille bien, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a qu'une peinture ou quelque chose dans ce style qui pourrait en venir à bout. Ouais, j'ai essayé d'attirer le regard sur les chromes plutôt, qui eux reviennent plutôt bien. Puis j'ai terminé ce petit chantier avec le pavillon qui en avait besoin aussi. Malheureusement, il présente aussi un peu de cette pellicule qu'il y a sur le capot. On va pas y faire grand chose à part un peu de sang et ça en vaut pas la peine, je pense. Je crois qu'il est temps de s'occuper de cette porte. Je sais pas exactement ce que je vais arriver à faire parce que elle a quand même pris des sacrés jetons. J'ai pas envie de la repeindre. J'aurais bien aimé juste en trouver une autre de la même teinte pour la remplacer, mais ça a pas l'air facile à trouver. À mon avis, il y a déjà quelqu'un qui est passé par là parce que la plupart des coups, ils sont dirigés de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui est quand même plutôt étrange. Là, il y a pas mal de déformations. Là, on a le seul coup qui part de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, c'est pareil. Intérieur-extérieur, bizarre. Ça fait des vagues. Là, par contre, il faudrait repasser de l'intérieur pour essayer de ressortir un peu la porte. Mais je verrai ça dans un second temps parce que par rapport au reste, c'est discret. Ouais, c'est vraiment pas terrible dans l'ensemble. Après un succès plutôt mitigé du débosselage, je me suis attaqué au lustrage. Alors ici, je m'attends pas du tout à un miracle, mais on va voir ce que ça donne quand même. Bon, vous savez quoi, je pense qu'on va effectivement pouvoir s'affranchir d'une peinture. Il y a un défaut bien visible, hein, il n'y a pas de doute, mais moi je pense qu'au global ça passe et qu'on peut très bien se dire que ça fait partie de l'histoire de cette voiture. On n'est pas dans le domaine de la perfection, loin de là, mais ouais. Je pense qu'on est mieux que ce que j'avais anticipé. Bon, évidemment, il reste des trucs à faire, hein, le bas de caisse, je m'en suis toujours pas occupé. Il y a aussi le rétroviseur là, et l'autre qu'il faut que je repeigne. À l'arrière, là où j'ai foutu mon autocollant, il faudrait y faire quelque chose. Là, pareil. Allez, en route pour le contrôle technique et on s'occupe du reste après. J'en ai profité pour donner un coup de propre à un autre destrier, mais ça je le détaillerai dans une future vidéo. Je veux dire qu'il y a un truc qui me sidère, c'est vraiment le silence de cette voiture, c'est hallucinant. Là je murmure, hein. On peut pas dire que je parle fort. Mais elle fait pas un bruit cette voiture. Incroyable. Et donc le CT est ok pour 2 ans, donc on peut passer à la suite maintenant. Ouais, j'ai trouvé quelqu'un qui a ce qu'il me faut a priori pour régler notre problème de ciel de toit. Suffisamment sympa pour m'envoyer des échantillons. On va tout de suite choisir notre futur revêtement. On a du tissu micro perforé. Mais je pense qu'en fait on va aller sur quelque chose d'un peu différent déjà parce que ce genre de tissu c'est pas vraiment ce qu'il y a en place actuellement. On va plutôt aller dans la gamme imitation Alcantara. Il vend aussi de l'Alcantara le gars, mais il me déconseillait d'en prendre parce que c'est la plaie à poser étant donné que ça se déforme pas, il n'y a pas d'élasticité. Bon, on va peut-être pas aller sur le rouge ici, ça serait inadapté. Enfin, après regardez, ça va super bien avec les housses haut de gamme de chez Lidl. Donc non, marron ça va pas le faire non plus. Non mais ça va être un des gris ici. Je pense que on va prendre le plus clair, hein. Le plus clair est déjà un poil plus foncé, mais
ça me gêne pas. Et quand on voit d'ailleurs les montants de porte, bah ça correspondra bien. Alors on démonte. Je trouve ça déjà bien assez chiant à sortir avec les portes de la version longue, alors ça doit être vraiment pas drôle avec une courte. Je vous mentirais si je vous disais que j'étais très motivé à m'y mettre. Maintenant, on va pouvoir entrer dans le cœur du sujet. Je suis moyennement excité à l'idée de refaire une énième fois ce genre de pièce. Il y a quelqu'un qui m'a contacté en me disant qu'il avait un site qui s'appelait cieldetoit.com. J'ai pas eu besoin déjà de lui demander ce qu'il vendait. Et donc Pierre, de son prénom, m'a proposé de m'envoyer ce qu'il me fallait pour faire ça. Et du coup, j'avais plus aucune bonne raison de ne plus m'occuper de ça. Donc on va couper 1m90. Cette fois-ci, je vais changer les choses par contre. Vu la surface du ciel de toit, ça va être vraiment galère au pinceau. Donc je vais utiliser un des vieux pistolets. J'ai mis une grosse buse et j'espère qu'on va gagner beaucoup de temps en faisant comme ça. Je place la caméra relativement loin parce que j'ai pas envie de la pulvériser avec la colle. Bon, en fait, précaution inutile parce que ça va pas bien loin finalement la pulvérisation. Faut surtout pas le tendre parce que il y a plein d'endroits où justement on va devoir essayer de l'enfoncer dans les creux. Il faut vraiment qu'il soit inerte complètement. Ça colle plus fort, ça colle plus au doigt donc normalement. Et donc si vous voulez mon avis sur cette technique comparée au pinceau, si vous pouvez, faites-le au pistolet. Vous gagnerez un temps hallucinant et vous économiserez aussi beaucoup de produits. C'est vraiment mieux sur toute la ligne. Pour ce qui est du ciel de toit, c'est simplement le plus facile que j'ai eu à poser jusqu'à présent, donc j'ai aucun mal à vous recommander les produits du site de Pierre. Comme vous pourrez le voir à la fin, il n'y a aucun pli ou défaut visible, sinon un ou deux endroits où j'ai taillé un peu court. Après, il me restait encore un paquet de pièces à recouvrir et ça s'est aussi très bien passé. Donc avec le même matériau, je me suis occupé de tous les montants avec la plage arrière en prime. Et puis j'ai tout remonté. Quel suspense! Mais là on n'avait pas le temps de s'attarder sur le résultat, il fallait vite attaquer sur la suite. J'ai eu l'honneur de recevoir Emilien, toute pièce 38. Il est venu accompagner de ce morceau d'une autre 38. Il a été généreux sur la coupe, donc là je vais avoir l'embarras du choix. Voilà, comme ça on sait en plus comment est construire un pas de caisse de 38. Donc lui il m'a mis le support de cric avec, mais c'est un sacré morceau et nos dégâts commencent après, donc on va éviter de s'infliger ces difficultés supplémentaires.
suis aligné, donc je vais pouvoir décider de la zone de prélèvement. Je regarde si le bas de caisse est enfoncé dans d'autres endroits, parce qu'initialement, c'est à cause des enfoncements ici qu'il y a eu ces dégâts-là, parce que les mecs, ils ont travaillé à l'arrache. Ils ont dû mastiquer sur de la rouille, je suppose. On va vérifier qu'au niveau profondeur, ça suffise, qu'il n'y ait pas d'autres enfoncements plus loin, mais je pense pas. Bon, j'ai bien fait de vérifier, parce que c'est quand même... En fait, ils ont bladé de mastic, là où il y avait des déformations, ils n'ont pas cherché à débosseler ou quoi que ce soit. Donc là... Ce qu'on voit ici, c'est du mastic. Donc il va falloir que je découpe un peu plus loin, aussi loin que je peux d'ailleurs. Manque de chance, il y a d'autres renforts pointés sur notre chemin. Éviter de s'approcher d'ici. Mais regardons de plus près la performance du précédent carrossier. Ils ont ressoudé une tôle à cet endroit, probablement qu'ils n'arrivaient pas à redresser correctement. Je doute fort que ça soit une tôle qui prévienne d'une autre 38, ça doit être une tôle plate qu'ils ont formée vite fait. Et donc c'est un peu dégueu. Hein. Quand je vois en tant qu'amateur ce que j'ai fait sur la 33 par rapport à ce boulot de merde, je me dis que je me débrouille pas trop mal encore. Donc ouais, elle fait tout ça ici, jusque là. Et je sais pas trop où elle remonte, à vrai dire. Et pour la suite, on a eu droit à une des trop rares apparitions d'Olivier. Vous savez, Monsieur Type R. Il a apporté son gaz avec lui. Pour une fois, j'abandonne le fil fourré. Là, par exemple, je suis sur l'alignement. Je peux pas le mettre parfaitement parce qu'il y a l'épaisseur de la tôle. Mais je suis pas loin, quoi. Tu filmes? Ouais. Tu voulais dire une connerie? Et maintenant pour la découpe, c'est le moment de pas se foirer. J'ai décidé de m'aligner sur la nervure qui retourne vers le bas des portes, et pour essayer de faire un truc relativement précis, je découpe en même temps la tôle de remplacement et celle en place. Tiens, voilà la belle réparation. Oh putain. Non, tu vois, quand on disait qu'ils avaient soudé un renfort, Aïe aïe aïe. on racontait pas de conneries. Et là, a priori, on dirait qu'ils ont piqué ça sur un volet. Ouais, c'est quand même pas... C'est très domestique. Ouais, même la tôle de réparation, donc comme on avait supposé, c'est pas une tôle qu'ils ont insérée dans la découpe, mais ils l'ont juste posée par-dessous. Ils avaient tous les éléments pour faire un truc propre, mais ils ont fait un truc crade. Je pense que ça va être mieux que ce que tu penses. Non. Je comprends pas, c'est vraiment pas terrible. Tu passes ta vie à préparer ton propre bêtisier en fait, sans le faire exprès. J'admets. Après ça, il a fallu retoucher patiemment la tôle de rechange pour qu'elle s'ajuste le mieux possible dans son emplacement. Et pour finir, avant de commencer à souder, il restait encore à décaper et à nettoyer l'acier. Et là, on a vraiment galéré avec les réglages et j'ai pas réussi à faire beaucoup de points de soudure qui me convenaient vraiment. Entre ça et la voiture qui prenait feu systématiquement, c'était assez pénible. Donc Olivier a fait le pompier pendant de bonnes heures. Bon, jusqu'à présent, il faut admettre que c'est pas terrible du tout. Pas de bon réglage, peut-être un peu trop de vent, je sais pas. Et en dessous, c'est encore pire. Ce qui m'attriste un peu, c'est qu'au fil fourré, j'arrive à faire mieux que ça. Mais là, je galère. Donc je vais reprendre en essayant peut-être de modifier un peu le réglage, mais je vais déjà décaper tout le surplus et là il y a du travail. Bon, je pense être arrivé au bout du travail de soudure et il me semble avoir trouvé ce qui allait pas. Il y a encore 2-3 points que je viens de faire que je me l'aurai plus tard. Là je vais arrêter de faire du bruit. En dessous aussi c'est mieux. Hein. C'est pas parfait parce que c'est pas des conditions idéales pour souder. Avec ce procédé, sous la voiture, c'est galère. Le problème, c'est que j'avais probablement trop serré la bobine et donc le déroulé n'était pas régulier. Ce qui est pas idéal du tout et ce qui explique pourquoi c'était foireux la manière dont je soudais au début. Comme ça va déjà nettement mieux, même si je prétends pas maîtriser quoi que ce soit. Mais c'est moins dégueulasse. Voilà, je viens de terminer de meuler. Je vais m'arrêter là. Je pense que ça sert à rien d'aller beaucoup plus loin que ça, sinon d'affiner la tôle inutilement. Ça me semble pas mal pour un travail d'amateur. Dessous, j'ai volontairement été un peu moins loin dans le travail de finition. Il n'y a plus qu'à attendre les produits de Coliris et puis je vais pouvoir m'attaquer à ça. En attendant, je vais mettre le produit
anti-rouille. Puis je vais quand même nettoyer ça parce que c'est pas terrible. Comme vous le voyez, ça a finalement bien tourné et après avoir poncé au gros grain, l'aspect était vraiment très propre et ça devenait difficile de voir où se situait la zone de raccord entre les tôles. J'avais bien dit que je reviendrais sur l'enfoncement de l'aile. Avec le tire-clou, j'ai déjà réussi, je pense à corriger pas trop mal cet endroit, mais il reste les endroits où il y a les plus gros enfoncements restants. Dont je suis arrivé au bout, donc maintenant il va falloir passer le mastic. C'est pas parce qu'on va pulvériser de l'antigravillon qu'il faut pas soigner la préparation. Par exemple, manifestement ici, lorsqu'ils ont refait le bas de caisse, ils ont oublié de correctement préparer la rainure qui est là, ce qui a fait que ça tenait pas en fait, ça a fissuré déjà, puis avec un tournevis j'ai pu tout enlever très facilement. Allez, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de pâtisserie, ça me manquait. Première règle du mastic, il n'y a jamais trop de mastic. Enfin, avant le ponçage, je parle. Comme vous pouvez le voir, j'ai passé un produit différent là. Ça c'est le mastic polyester qui est ici. Je vais sans doute passer quand même un d'après par-dessus parce que si jamais il pleut, il faut pas que l'après polyester soit mouillé, donc je préfère le protéger et la météo est un peu incertaine. C'est quand même dingue ça, j'avais mon masque pendant tout le temps où je ponçais ce matin. Et là, disparu. Et c'est la règle avec les équipements de protection. Quand ils sont pas à portée de main ou pas accessibles en moins de 3 minutes, on dit qu'en extérieur, de toute façon, l'air circule bien et que c'est pas grave. Je le regretterai sûrement dans quelques années. Donc après séchage et ponçage de l'après, il ne restait plus qu'à protéger la voiture pour pulvériser le crépi. Ouais, sauf qu'on se dit toujours que protéger la voiture ça va prendre 2 minutes, mais en fait ça prend une demi-journée. Bon, il est temps d'en finir avec ce chantier, je crois. Ça dure, et je commence à en avoir marre. Comme pour la plupart des fournitures de carrosserie que j'utilise, c'est Coleris qui m'a envoyé le produit et le pistolet qui va avec. Et pour rappel, si vous aussi vous aimez galérer dans la poussière de ponçage, vous avez un code promo en description. Bon, globalement c'est pas mal le résultat qu'on a obtenu avec l'antigravillon, mais c'est peut-être un peu poussé niveau crépi là. Donc je vais poncer ça un petit peu, un coup de 320, 240, quelque chose comme ça. Donc voilà le résultat après ponçage. Je pense que ça fera vraiment bien l'affaire après avoir appliqué la peinture et le vernis. Mais en fait, il restait d'autres trucs à préparer avant peinture. Il y a les rétroviseurs, les pattes sous les phares qu'il faut que je repeigne. Et après, c'est des retouches localisées. Je vais voir si je les fais à l'aérographe ou pas. Pour l'instant, je suis pas encore décidé. Qu'est-ce que vous en dites? On laisse cette moustache de phare en état, comme témoin d'un passé peu glorieux? Non, on va pas la laisser comme ça. Elle est vraiment dégueulasse. Tout va très bien se passer. Vous allez voir. Ah, c'est bon. Niveau conso de vernis, on est juste bien. Je vais faire la deuxième aussi sur la rétroviseur et les petites pièces. J'espère que je ferai pas de couleur. Je crois qu'il n'y en a pas pour l'instant. C'est vraiment difficile pour moi de m'arrêter juste à temps, de ne pas vouloir vraiment atteindre la perfection, ce qui me mène systématiquement au désastre. Bon, je crois que pour une fois, on va considérer ça comme étant un bon résultat. Ça dit, sur ce genre de truc, il n'y a pas à frimer. Ce sera jamais vraiment brillant, étant donné que c'est complètement granuleux.
Non, c'est plutôt sur le reste que je suis satisfait finalement, à l'exception d'un détail. Sur cette coque de rétroviseur, il y a une goutte de vernis qui est tombée. C'est toujours le même problème avec le pistolet qui est plus 100% étanche. Donc des fois, il a un peu la goutte au nez. Ouais. Et pour pas que ça rouille depuis l'intérieur, faut pas oublier de passer la cire pour corps creux. Après, comme à mon habitude, j'ai remonté les pièces trop tôt, mais pour une fois ça n'a pas entraîné de conséquences fâcheuses. Ok, tout ça c'est bien, mais on n'allait pas laisser le pare-choc avant dans cet état pitoyable. Surtout la baguette du coin. Donc il a eu droit à son décapage, primaire plastique, puis mastic, puis après suivi du structurant pour terminer sur du noir mat. Bon, je m'y attendais un peu, mais on va devoir repeindre les autres aussi. Hein, là. Ça fait bien trop propre et trop noir par rapport à ce qui est déjà en place. Je vous ai épargné le reste du travail, je crois que vous avez bien saisi le principe. Avant de remonter le pare-choc, il me restait à rénover le phare côté passager comme je l'avais déjà fait à l'opposé. Et cette fois-ci, j'ai réussi à démonter tout l'accastillage sans rien casser. Bon, c'est bien, on en a fini avec le bas de caisse, mais on n'en a pas fini avec la peinture, pas tout à fait en tout cas. Vous vous souvenez de ce qui se cache derrière cet autocollant? Il m'a bouffé la peinture, celui-là. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer une nouvelle technique à l'aérographe. Nouvelle technique pour moi, hein. Il y a des carrossiers qui l'utilisent déjà, ce truc-là, je pense. Et on va voir ce qu'on arrive à faire en essayant de ne pas repeindre trop de choses, simplement, parce que c'est énormément de travail. C'est vrai qu'à chaque fois que je fais de la peinture, on me dit ouais bah t'avais qu'à peindre le reste et tout. Enfin, en fait quand on s'embarque là-dedans, on peut très rapidement finir sur une voiture complète et c'est des semaines de travail quoi. Donc non, là j'aimerais juste y passer peut-être 2-3 heures pour finir ça, plus deux autres machins que je vais vous montrer, mais c'est à peu près tout. La présurfaçant fera pas de miracle, il reste un défaut ici, et bon le mastic à cet endroit j'ai du mal à le mettre, et ça me convient en l'état, ça fera l'affaire. On verra après ponçage, ça se verra quand même un peu moins, mais à mon avis, à la fin on verra ça dans le vernis. C'est pas grave, on a un peu la même chose avec l'aile, une marque, un petit manque de mastic visiblement, il aurait fallu faire une ou deux passes de plus, mais ouais, je vivrai très très bien avec, ce sera toujours beaucoup mieux qu'avant. Et ben, vous savez, je crois que j'ai été médisant avec moi-même, ou avec le produit que j'utilise, parce que il se pourrait que ce soit presque nickel. J'utilise presque, hein, parce que je sais bien qu'à la fin, il y aura toujours quelque chose qui ira pas parfaitement, et la perfection en carrosserie, pour moi, c'est pas quelque chose qui existe. Oui, finalement, les défauts que j'avais mentionnés ne seront pas visibles a priori, hein.
Il n'y a plus rien après ponçage. La pré-garnissant de Coliris, je dois dire qu'il est plutôt bon pour un produit en aérosol. Voilà le matériel que je vais utiliser. Donc c'est un pistolet d'aérographe. Ça c'est le débit de peinture et ça c'est le débit d'air. Et donc on va remplir ce petit récipient d'un peu de la peinture qui nous reste, des travaux d'hier, et on va voir ce qu'on arrive à faire avec. Bon, malheureusement, j'ai toujours beaucoup de mal à faire des raccords qui me conviennent. Au niveau de la plaque ici, enfin en dessous, ça me convient à peu près. C'est pas mal. C'est beaucoup mieux qu'avant, de toute façon, c'est clair. Là où ça me convient beaucoup moins, c'est sur l'aile que j'ai faite. Alors certes, il n'y a plus les défauts qu'il y avait précédemment, mais on voit bien la ligne de raccord qui est au-dessus et ça fait chier. Et je ne sais pas vraiment comment gérer le fait de simplement préparer la surface pour recevoir le vernis, de réussir à délimiter l'espace du vernis sans faire de zone de raccord avec une sorte de frontière entre les deux là. Et puis ensuite réussir à dégager le masquage sans foutre de la merde partout et mettre du diluant de raccord correctement. Ça fait beaucoup d'étapes que je ne maîtrise pas et voilà, ça se vérifie. Je ne maîtrise pas cette technique. Par contre, le pôle illustré, ça oui. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais il restait un truc pénible dont je voulais m'occuper. Je suis pas sûr que vous l'ayez entendu lors des précédentes vidéos, mais il restait un bruit de pompe hydraulique lors de fortes accélérations. J'avais fini par incriminer la transmission et donc on est reparti pour une nouvelle vidange et une crépine neuve. Et j'en profite pour remercier Stéphane pour le prêt du pont et m'excuser pour le carnage qu'on a fait sous la voiture. Voilà. Pardon. Et d'ailleurs, en nettoyant le merdier, je me suis dit que j'avais oublié un facteur problématique lors de la première vidange. On l'a faite dans une fosse. Et pour rappel, on avait un ressort avant gauche cassé. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Le niveau pouvait pas être bon. Bon, et puis tant qu'à avoir la voiture en hauteur, j'en ai profité pour vidanger le carter moteur et changer le capteur de niveau d'huile qui est parfois à l'origine de l'allumage du voyant d'alternateur. Donc je l'ai remplacé, mais ça n'a rien changé. Après, mon dos s'était un peu reposé, donc j'ai trouvé le moyen de ramper un peu pour remplacer le capteur de hauteur du train arrière. Je sais pas si c'est juste pour le réglage en hauteur des phares ou si c'est utile à l'amortissement piloté, mais bon, comme c'était cassé... C'est sûr, comme ça marche moins bien. Et puis j'avais commandé les conduites d'admission en même temps que les caches moyeux, donc hop, 2 pièces neuves, c'est plus esthétique que le joint pad qui a cependant très bien tenu. Mais ce foutu voyant d'alternateur continue à me narguer. Bon, il va falloir quand même s'occuper de ce voyant d'alternateur parce qu'il n'est pas important en soi, il n'empêche pas de rouler, il n'y a pas de problème de charge. Mais bon, le simple fait que le voyant soit allumé m'emmerde. Donc il y a quelques suspects pour ça. Et je vais commencer par remplacer les pièces une par une et voir si à un moment donné le problème est corrigé. J'en connais l'origine, hein. C'est que quand l'alternateur a cramé, il y a dû y avoir une surtension ou quoi que ce soit. En tout cas, ça a causé du dégât sur un composant, il faut juste trouver lequel. On va commencer avec le contacteur de Neumann. C'est celui-là que je vais mettre à la place. Ok, on va tester. Bon, j'ai pas trop de doute que le problème ne va pas être solutionné si rapidement. Voilà. Bon, là il est éteint, mais ouais, le revoilà. Clairement, le problème n'est pas réglé. Malgré ça, je pouvais largement commencer à profiter de la voiture, à l'exception d'un détail qui peut avoir son importance en cette saison, c'est que la clim n'était pas fonctionnelle. Donc on a corrigé ça par un petit détour par le garage Renault Patard de Yen, et après avoir remplacé un joint au niveau de la bouteille déshydratante, voilà, on a droit à une petite glacière sur roue. Ça sent le gaz? Non, c'est que quand c'est chargé en plein. Ah merde. Toi, tu dois rien. Moi je vois rien. Je prends tes lunettes et normalement je vois. Voilà, tout à fait.
Voilà la localisation de la fameuse fuite qu'on a corrigée. Bon, à ce point de la rénovation, vous devez connaître un truc au sujet des E38. C'est assez confidentiel comme fonctionnalité. Moi, j'ai appris son existence vraiment en cherchant dans des coins obscurs d'Internet et j'ai halluciné au début. Mais en fait, toutes les E38 sont liées avec un satellite qui s'appelle Atlas depuis le 1er avril 1994. Liaison apparemment permanente, ce qui pose quelques problèmes de confidentialité, je pense, mais bon, à l'époque, on s'embarrassait moins de ces choses-là et comme personne n'est au courant, bah, ça pose pas de soucis. Atlas, c'était un projet franco-allemand et en fait, pour accéder aux fonctionnalités liées à cette liaison satellite, il faut un appareil très particulier. J'en ai trouvé un et j'ai eu beaucoup de mal à le dégoter. C'est un appareil qui lie le protocole SHLE. Me demandez pas exactement ce que c'est, mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé sur internet, quoi, et ça a l'air plutôt fiable. Et donc cet appareil-là permet d'établir une liaison avec la voiture. Donc c'est bidirectionnel, ça veut dire qu'il y a aussi un retour sur le téléphone, et c'est ça qui permet d'utiliser ces fonctionnalités, vous allez voir. Je vais vous faire un démo sur l'activation de l'appareil, enfin l'appairage, parce que là, en l'état, en fait, ça ne fonctionnera pas, évidemment, pour des raisons de sécurité. Et après, je vous fais une démo dynamique, vous allez voir, c'est assez hallucinant. Donc le reste, ça se passe dans la voiture. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre la clé en position 1, ici, mais pas le contact jusqu'à l'allumage. Ensuite, alors moi je l'ai fait qu'une fois et j'ai remis à 0 pour pouvoir vous montrer, donc excusez-moi si je suis un peu brouillon, mais après il y a donc le bouton SB. SB, c'est Satellite Bypass. Le protocole pour pouvoir activer l'appairage, c'est d'appuyer sur SB pendant 5 secondes et puis ensuite 3 fois en moins de 3 secondes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Voilà, vous avez entendu le petit bruit. Et ensuite, hop, vite, dans les 10 secondes, il faut appuyer sur Entrée. Et voilà. Là, on a l'affichage de la voiture. Et c'est là que ça commence. Alors par contre, là on est sur des fonctionnalités bridées. Pour a priori pouvoir l'utiliser en version débridée, il faut un code PIN qui est spécifique à chaque voiture. Et bon, c'est un truc introuvable. Après, je suis allé acheter du fromage et j'ai laissé Clara apprivoiser le système. C'est difficile à distinguer à l'image puisqu'elle a son pouce dessus, mais l'essentiel des contrôles se passe avec le petit curseur qui est en bas à droite. Je pense que vous vous en rendez compte, mais c'est vraiment pas évident à manipuler parce que très sensible et il y a une certaine latence entre les actions sur le téléphone et la réaction de la voiture. Je crois que la direction est contrôlée via le servotronique de l'assistance variable, donc c'est assez faiblard et un peu lent à réagir. Et voilà, si vous avez une impression de déjà-vu cinématographique, c'est juste une coïncidence. C'est vraiment toujours un plaisir à conduire cette voiture. C'est le V12 quoi, enfin... C'est banal à dire mais c'est vrai, hein.
La réserve de couple instantanée, elle semble inépuisable sur ces moteurs. Et maintenant qu'elle a des suspensions correctes et qui fonctionnent bien, et ben, niveau de confort est vraiment pas mal, je dois dire. Elle fait bien son effet tapis volant. On entend juste ce qu'il faut à l'admission, il y a zéro bruit à l'échappement avec ce moteur et bon, pour avoir vu les vidéos qui montrent les lignes libérées etc. sur le M73, c'est jamais un succès hein, je trouve. J'aime bien d'origine en fait, c'est vraiment hyper relaxant et quand même plaisant à l'oreille. Suspension sport de l'EDC, ça fonctionne, hein, ça les rend effectivement plus rigides, mais je l'utilise pas parce que je n'ai pas l'occasion de la conduire de façon sportive de toute façon, donc elle s'y prête pas du tout. Mais ouais, il y a quand même des répondants. Hein. Le problème, c'est que vraiment la voiture, on voit bien, on le sent qu'elle n'a pas été conçue pour rouler fort parce que le châssis se tord pas mal, les suspensions sont trop molles. Et puis de toute façon, la ponte pneumatique en 16 pouces, là, ça a fait des boudins énormes et c'est pas du tout adapté à une conduite sportive. Donc voilà, c'est une 750, c'est fait pour rouler cool et c'est comme ça qu'on en profite le mieux. Finalement, j'aime beaucoup cette boîte, hein, 5HP30. Je la connaissais pas, je dois dire, et il s'avère qu'elle est très douce et c'est pas si con en termes de gestion, hein, donc quand je mets un coup de frein, elle se met au frein moteur immédiatement, pas mal du tout. Puis quand on n'accélère pas, il y a vraiment zéro bruit, en fait, on entend juste l'air. C'est une voiture électrique dans ces conditions. Enfin, je dis quand j'accélère pas. Quand on a le pied léger, c'est très très silencieux. Je crois qu'on peut dire mission accomplie, non? Parce que non seulement la voiture est revenue de l'île de Ré après 10 ans d'immobilisation avec 2 litres en moins, mais en plus, elle m'a même pas tant fait chier que ça. En soi, vous pourriez lui en vouloir parce que du coup, vous avez que 3 épisodes sur cette voiture. Mais moi, je suis particulièrement heureux que ça ait pu être aussi bref
Et malgré tout, on a quand même fait beaucoup de choses. Ce qui m'a par contre particulièrement plu, c'est qu'il n'y a pas grand chose qui s'est mal passé dans le lot. On a corrigé les défauts, ça a été relativement facile. Nombreuses sont les personnes qui vont me demander si je vends la voiture. Et ma réponse c'est pour l'instant non. Déjà parce que j'aime beaucoup conduire cette voiture, vraiment. Je trouve que il y a peu de voitures que j'ai eues qui me plaisent autant à l'utilisation. Donc je vais en profiter un petit peu. Je vais aussi tester sa fiabilité, même si c'est vrai qu'on a fait quand même pas mal de kilomètres depuis son achat. Mais je veux vérifier que tout va bien. Et puis ouais, il y a toujours ce problème de voyant d'alternateur que je vais essayer de corriger. Il reste encore quelques pistes. Donc le combiné d'instruments. Et en dernier lieu, l'alternateur que j'ai remplacé mais qui n'est pas tout à fait comme celui d'origine. Il sort un ampérage un peu moins important. Je ne vois pas en quoi ça pourrait avoir une incidence sur le témoin de charge, mais bon, on ne sait pas exactement ce qui est pris en compte sur cette instrumentation. Il y a quelques personnes qui déploraient le manque de vidéos ces derniers temps et je ne peux pas leur en vouloir. C'est vrai que je n'ai pas été très prolifique à ce niveau. Mais il y a une bonne raison à ça et les 3 prochaines semaines devraient vous permettre de comprendre pourquoi j'ai été un peu absent. Donc je vous dis à la prochaine avec une autre, ou plutôt des autres. Et ciao!